On dit quoi? Lélo, lélo, libébae, lélo. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans les cas de votre magazine de prédilection, les kiosques, ces magazines qui analysent l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. L'actualité oblige, c'est aujourd'hui que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, vont entériner devant le président américain Donald Trump cette question de la signature pour endiguer la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, à la croisée de l'enlissement sécuritaire et d'une possible, je dirais, des escalades diplomatiques, la signature ou son éventuelle suspension apparaît désormais comme un moment décisif, un gang qui pourrait redéfinir les rapports de force dans la région des Grands Lacs. Alors que l'exécutif avance ses pions, les fracas des armes, lui, continuent dans la partie est de la République démocratique du Congo. À la veille de la signature, la tension reste palpable sur les lignes de front, les brouillards, le message de paix que veut porter Kinshasa en vue d'endiguer cette crise sécuritaire dans cette partie du pays. La question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que, après la signature ou l'entérinement de cet accord, y aura-t-il la paix en République démocratique du Congo? Est-ce que les résolutions assorties de cet accord vont-elles être respectées, surtout par le Rwanda, qui ne fait que écumer l'Est de la République démocratique du Congo avec cette situation de l'insécurité dans la partie du pays? Nous allons donc analyser toutes ces questions avec nos invités. Isaac Ngwenza, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Bonjour Edith, bonjour à mon co-débatteur, bonjour aussi à tout le monde qui regarde le Kiosque en ce moment, particulièrement à mon grand frère Emmanuel Boussou Abadoulouka et aussi à ma petite sœur Yonjopa Chomé Valérie, sans oublier Sandrine Boya, la Banque centrale. Je vais commencer d'entrée de jeu en rappelant aux autorités de la santé publique de revoir un peu les infirmiers ou les personnels de la santé à travers la République. Parce que ce que je viens de vivre... Ils ont encore fait quoi, alors? Ce que je viens de vivre personnellement le samedi passé. Tu l'as vécu où? Dans un centre de santé, plus précisément au camp lieutenant-colonel, au camp Loano, camp capitaine Loano, à ma campagne, là où je restais là. Vers 22h, j'étais en train de faire mon salade. J'ai utilisé une machine à couper les oignons et tout là. Par mégarde, je n'ai pas maîtrisé l'usage de ces machines et je me suis fait couper l'ongle. Alors, le degré du saignement m'a poussé à aller vite dans un centre de santé, d'abord pour stopper l'hémorragie et me soigner. Donc, je ne peux pas comprendre, j'arrive dans un centre de santé médical militaire. Pour une blessure, il n'y a que l'ongle qui était parti, mais on doit me coudre, je ne sais pas, je n'ai pas un terme pour m'approprier, comme on dit en lingala, kotonga. Donc, on devait coudre ici. Là où il n'y a pas de plaie, je sais que généralement on utilise ce genre de chirurgie lorsque le tissu est déchiré. C'est à ce moment-là qu'on coud pour qu'on puisse les mettre ensemble. Mais dans mon cas, vous regardez mon doigt ici. La blessure, c'était seulement à l'ongle, mais on m'a fait l'opération ici, et ça commence à me faire mal depuis samedi, alors qu'il n'y avait rien là-bas. J'ai refusé qu'on puisse intervenir. Et c'était devenu un débat entre moi et ces trois infirmiers que j'ai trouvés là-bas. Deux hommes
à l'âge de maturité, disons déjà dépassé 50 ans, et une dame là, c'était un débat. On commençait à s'étirer. Et moi, je me disais, ils ont fréquenté quelle école de la médecine? Parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils ne maîtrisent même pas les notions rudimentaires de la déontologie médicale. Que lorsqu'un patient refuse qu'on le soit, laissez-les. Et j'ai compris qu'ils insistaient, parce que s'ils ne me touchaient pas, ils pensaient qu'on n'allait pas avoir l'argent. Donc ils ont utilisé leur chirurgie là où il n'y a rien, et à la fin on a demandé 30 $, on leur a donné 20 $. Je me demande, pour tes amis, vous opérez mon tout côté, l'eau pesate. Regardez mon doigt ici, il n'y a rien ici, Batongi. Non, selon moi qui porte, c'était de pota, mais Batongi a assez. Je ne sais pas. Donc, ils n'ont pas pu arrêter seulement l'hémorragie. Et quand ils le faisaient, ils ont amené une bolle là, ils ont mis en bas là. Mais je regardais le degré du sang, mais près de litre. Il faut leur porter plainte. Très bien. Donc, je vais le faire. Bon, de toute façon, moi, excusez-moi, je ne peux pas leur porter plainte parce que je n'ai jamais cru en notre système judiciaire. Si, désolé, je ne peux pas. Si je devais porter plainte pour des gens ici, il y a 2 ministres au gouvernement, j'allais les porter plainte pour mon argent. Qui est qui? Je ne vais pas citer leur nom parce que vous les savez. Voilà. Donc, je peux citer si vous voulez, mais de toute façon, ce n'est pas ça. Donc, et autre chose. Allez, je vais chuter. Ça, c'est une présentation en fait. Voilà, présentation, mais c'était quand même important. Ouais, donc j'allais aussi dire que les autorités aussi voient la situation des personnes qui se débrouillent pour leur survie. Moi, je voulais aller à Akula. J'arrive à un port ici à Baramoto. Je vous jure, les gens qui voyagent vers le fleuve, il faut que l'État intervienne. Il y a plus de 8 services. Donc, quand vous venez déjà avec vos marchandises pour entrer, c'est service ici c'est l'ANER, ça c'est services spéciaux, ça c'est FRDC, ça c'est douane, ça. Ils font quoi? Ils sont là, chaque passager doit donner un peu d'argent avant d'entrer. Et j'ai compris pourquoi même les poissons qui viennent du fleuve ici coûtent cher. Parce que déjà, quelqu'un qui peut amener ses poissons à partir de Mbandaka, Kula, ça arrive ici, il paye tous ces services-là, et vous savez ce qui se passe. Dans le commerce, on fait le calcul de toutes les dépenses qu'on fait. Et finalement, on achète des histoires très chères. Et on vous dit, non, tel quota, c'est pour un tel général. Donc il a placé ses militaires là-bas pour qu'on puisse l'amener les sacs de maïs, de poissons et tout là. Ça ne va pas. Il faut que les autorités interviennent. Qu'on assainisse un peu les systèmes, les services le long du frontière là. Les gens souffrent. Ceux qui voyagent, ceux qui font du commerce. Un peu ça. Est-ce que les autorités n'ont pas l'habitude de descendre sur le terrain pour palper du doigt les réalités en fait? Moi, je suis arrivé moi-même, j'ai vu ça, c'est pour ça que je viens dénoncer ça au kiosque. J'ai compris aussi pourquoi les histoires coûtent cher ici, même dans les denrées alimentaires. Parce qu'il y a trop de taxes. Trop de taxes. On me parle quand on dit FRDC là, c'est le service de renseignement militaire. Tantôt les marins, police spéciale aussi, là parce que c'est à la frontière. Vous prenez l'ANER, vous prenez OCC, vous prenez... Il y a beaucoup de services. Et tous ces services, ils ne font que rançonner la population. Très bien. C'est ce qui n'est pas bien. Dominique Lofico, salut. Salut, Papa Edi Kabir. Vous êtes les bienvenus. Oh, moi, je suis très flatté, merci beaucoup. Et vous aussi, je pense. Très bien. L'actualité oblige, Isa Mwenza, c'est aujourd'hui que les 2 présidents vont entériner cet accord qui a été signé le 27 juin dernier, afin de stopper les conflits en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont une rencontre est prévue aujourd'hui sur le terrain. On constate, il n'y a pas d'amélioration, aucune des 2 parties n'a fait satisfait jusque-là aux exigences de l'autre, et la République démocratique du Congo et le Rwanda continuent de s'accuser mutuellement, de bloquer le processus de paix. Certains doutent même aujourd'hui de l'impact d'une éventuelle signature de cet accord. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ça?
D'abord, il faut savoir, entre le Rwanda et la RDC, quel est le pays qui part déjà perdant d'entrée des jeux? C'est nous qui partons perdants parce que c'est nous qui subissons la guerre. Il y a de pertes de vies humaines à l'Est. Ce sont nos populations qui meurent chaque jour. Donc nous allons déjà, dans ces négociations, dans une position de faiblesse. Nous sommes perdants déjà dès le départ. Les Rwandais ne fait que nous massacrer. Il a transporté cette guerre à l'Est. Comme eux disent, fighting the enemy in a foreign land. Combattre l'ennemi à la terre étrangère. Donc ils sont allés faire la guerre, venir faire la guerre chez nous. Tuer, piller et tout là. Et nous voulons qu'ils se retirent. C'est ça le sens de cet accord qu'on veut signer avec les États-Unis. Donc je pense que le fait de se retrouver aux États-Unis, c'est une faiblesse militaire de notre part. C'est parce que on reconnaît qu'on n'a pas une armée forte, parce qu'une armée, c'est cette force qui est capable de protéger l'intégrité territoriale sans faire appel à une autre armée. Lorsqu'une armée n'arrive pas à sécuriser son territoire, elle n'est plus nécessaire, il faut créer une autre armée. Déjà, nous allons dans la négociation contre un pays et nous connaissons exactement ce que recherche Kagame. Vous savez pour Paul Kagame... Donc, faut-il admettre que l'accord est aujourd'hui favorable qu'au Rwanda? Non, j'ai dit ceci. L'objectif de cet accord, les gens attendent à ce qu'il y ait cessé le feu, que la guerre s'arrête. Moi, maintenant, j'ai dit, c'est comme moi j'ai toujours dit, moi, je suis Ngombe. Dans notre culture, si vous me frappez, je te frappe. Ça, c'est dans les veines de tout Ngombe. Ma kofi mando mama dit au bêti na bêti. Donc, je ne peux pas comprendre, moi, tel que je suis là. Quelqu'un vient chez moi, il commence à tuer et tout là. Au lieu que je me défende, je cherche d'appui, ou je dis aux voisins, venez voir, Eddie est en train de me tuer et tout. Non, nous devons nous défendre. Malheureusement, le Rwanda là, comme il a eu le contrôle du pays pendant plus de 18 ans, pendant le règne de Kabila, il a détruit notre système de défense. Ils savent que nous ne pouvons pas tenir la guerre. Donc on ne peut que mettre fin à cette guerre par des négociations. Mais le vrai problème, ça sera à quel prix? Si aujourd'hui ces accords aboutissent à la cessation des hostilités, retrait des troupes rwandaises et tout là, on nous remet le pays tel que le pays était pendant la Deuxième République, toute la superficie des 2 345 000 km² revient à nous, nous envoyons nos gouverneurs partout, nous récupérons le pays. Vous n'avez aucune idée du prix de cela. Vous n'avez aucune idée si aujourd'hui le Rwanda accepte de retirer ses troupes. Regardez, je vais vous dire, ça c'est la vérité, c'est ce que je crois. Vous voyez les conflits à l'Est. Ça fait aujourd'hui plus de 22 ans. Elias Mulungula, que vous connaissez, il était ministre de l'Environnement à l'N+4, il était interprète de Maréchal Mobutu. Il a publié un livre sur les conflits armés à l'Est, intitulé « Les enjeux du conflit dans la région des Grands Lacs ». Mulungula dit en 2003, aussi longtemps que Museveni est président en Ouganda, Paul Kagame est président au Rwanda, il n'y aura jamais de paix à l'Est. Ça, c'est la déclaration de Mulungula en 2002. 2002-2003, il était ministre de l'Environnement. J'ai même publié ça dans un tabloïd que j'avais à l'époque en anglais. There shall never be peace in the Great Lakes as long as Museveni and Kagame are in power. Donc, pour Mulungula, Maï, quelqu'un du Sud qui connaît bien les Rwandais, il a déclaré que tant que Paul Kagame est président au Rwanda, et que Museveni est président en Ouganda, il n'y aura jamais de paix à l'Est. Mais il faut souhaiter maintenant... Ça fait maintenant 23 ans. Regardez autre chose. Sarkozy nous a dit ici en 2008, le Congrès réuni au Palais du Peuple, le chef de l'État était sur place, le gouvernement, toute la classe politique sur place. Sarkozy nous a dit, si nous voulons qu'il y ait une paix durable à l'Est, nous devons accepter de gérer collégialement toutes les ressources minières de l'Est avec nos pays voisins. Et Sarkozy dit que c'est l'unique moyen d'avoir une paix durable. Et il a ajouté, nous-mêmes les Français, nous avons accepté une telle situation après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons géré les charbons ensemble avec l'Allemagne. Mais Richard Mwenza, Isaac Mwenza plutôt, avec la signature de cet accord, faudra-t-il admettre que sur les terrains plutôt, la situation risque d'être minimale, d'autant plus que les effets que vous avez évoqués
prouve à suffisance que la paix est loin d'être dans cette partie du pays. Moi, je dis ceci. C'est que nous avons refusé la signature des accords, le Rwanda accepte de se retirer. Ça veut dire que nos dirigeants vont accepter ce qu'ils ont refusé pendant la journée. Ça veut dire brader nos richesses, accepter que ça soit géré avec le Rwanda. C'est ce que nous avons refusé en 2008. Sarkozy nous a dit, et puis ce n'était pas Sarkozy, c'était le président français. Je peux dire l'Union européenne. Si nous voulons une paix durable et qu'on accepte de gérer collégialement nos richesses avec les pays voisins. Entendant par pays voisins, je vois l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Donc si nous n'admettons pas que nos richesses de l'Est soient collégialement gérées avec ce pays, il y aura toujours guerre à l'Est. Voilà la vérité que certains politiciens n'aiment pas dire à la population. C'est ça la vérité. Très bien. Ils finiront, si le Rwanda accepte aujourd'hui de se retirer de l'Est, ça veut dire qu'il y a des accords clairs. Ils vont gérer avec nous ici le coltan, le cassiterite, le wolframite. Pour Kagame, c'est le Rwanda. Il veut créer un Rwanda fort avec les richesses de l'Est et tout là, extendre un peu son pouvoir et tout là. C'est ça la vérité. Donc moi, je ne crois pas que ces accords de Washington peuvent apporter la paix. S'ils apportent la paix, ça veut dire que nous aurons vendu notre souveraineté. Ce sera soit nous acceptons la gestion collégiale de nos richesses avec le Rwanda, il se retire, ou nous refusons la guerre continue. C'est net et clair, papa. Très bien. Dominique Lofiko, je reviens à vous. Face à ces dossiers, il faut également énumérer ou résumer le point divergent des pays face à cette question de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a le fait que le Congo veut aujourd'hui conditionner la suite du programme de mise en œuvre de Washington par le retrait des mesures défensives du Rwanda. Du côté rwandais, ils disent qu'il est impératif que les Congo puissent neutraliser le FDLR pour que le Rwanda puisse arriver à retirer ses forces défensives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y aura signature de l'accord entre les deux pays. Comment voyez-vous la suite logique des choses? Merci Edgar. Au lieu de résumer, moi j'utiliserais plutôt le terme présumé. Parce que là, nous sommes déjà dans une situation très délicate et que la RDC doit maintenant avoir une façon de bien se défendre, de façon diplomatique et aussi militaire. Alors, moi, je ne suis pas trop partant en matière des accords. Parce que quand on parle des accords, il faut déjà faire référence à plusieurs choses. Aujourd'hui, la RDC signe des accords avec le Rwanda. Hier, la RDC a signé des accords avec le Burundi. Avant-hier, il avait signé des accords avec l'Angola, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a eu à signer plusieurs accords dont aujourd'hui, on ne voit pas du tout ces faits ou son efficacité. Alors, j'aimerais savoir par vous-même, la question reste à se poser, quel est l'objectif idéal de cet accord? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on nous prévoit? Vous voyez un peu, en fait, la politique a une façon de dire que voilà, on nous présente quelque chose alors qu'à l'intérieur de la chose se cache la chose la plus importante qu'on doit savoir. C'est ce qu'on nous cache. Vous voyez un peu. Les accords ici en RDC ont été signés, sont en train d'être signés, mais avec des faussetés. Vous voyez un peu. Comment ça? Avec des mensonges. Oui, je l'ai dit clairement, avec des mensonges. Oui. C'est-à-dire que, à l'époque où il y avait la lettre d'Albert Einstein qu'il avait prescrit au président Roosevelt aux États-Unis, parce que le problème a commencé là-bas. Mais comment le problème qui a commencé là-bas, de dire que le Congo ne doit jamais se développer, parce que c'était ça, l'étendue de la lettre d'Albert Einstein, qui s'est adressé au président Roosevelt à l'époque. Il était le premier homme du pays, des États-Unis d'Amérique. Comment les accords pour nous détruire ont commencé là-bas et on rentre encore là-bas vers Washington pour présumer qu'ils dominent le monde, pour qu'on puisse signer des accords avec des personnes qui nous tracassent. C'est ça le problème. Et pour vous, il a fallu quelle solution en fait pour
ne serait-ce qu'aboutir à la paix dans l'Est? Il a fallu la guerre ou bien signer cet accord? Je préfère la guerre. Là, je remonte directement à l'époque de Mobutu. Le Rwanda ne pouvait pas tenir tête. Le Rwanda, d'ailleurs, n'était pas un pays pour nous. Vous voyez un peu. À l'époque où régnait Mobutu, parce que nous, les Congolais, on a souvent tendance à négliger un peu un certain point qui a commencé au début et jusqu'à arriver maintenant. À l'époque de Mobutu, on avait une forte armée, tel que papa dit. C'est papa, c'est Isaac. C'est Monsieur Jacques. Oui. Monsieur Jacques Isaac Mwanza. Ngwenza. Isaac Mwanza. Ngwenza. Vous êtes des Gbadolites? De ce côté-là, Ngwenza. Ah, ok, d'accord. Oui. En fait, M. Isaac Ngwenza a bien dit que voilà, les accords en RDC ont été signés de façon diversifiée. Oui. Mais ce n'est pas ça le plus important. Vous avez posé la question de savoir quelle serait la solution. Moi, je mènerai la solution à deux volets. Oui. On part sur le plan diplomatique, premier volet, mais aussi on part sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'on doit se déformer. Et tant que les terroristes congolais, qu'on puisse menacer aussi le Rwanda. Oui, si c'est moi, je vais former aussi des terroristes. Comme ça, le Rwanda sera attaqué à tout moment. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'on peut pas, la Non, région ne peut pas non, vivre non. aujourd'hui en paix, en fait? Celui qui veut la paix prépare la guerre, monsieur Ligavia. Quand on veut la paix, on doit. Pourquoi on parle de préparer la guerre? Qu'est-ce que cela veut dire? Préparer la guerre, cela veut dire être prêt à toute éventualité de tout ce qui va arriver. On doit être prêt à tout ce qui... C'est-à-dire que quand les accords ne sont pas respectés, on est prêt directement à attaquer. Vraiment. Au cas où il y a des déficits diplomatiques. Vous voyez un peu. Alors, si on aimerait voir... Bon, on a signé les accords, on va respecter les accords, alors que les accords ne sont que des présumés, ne sont que des aléatoires, ne sont que des bassesses. En réalité, les accords seront respectés si aussi nous, on se met en collégialité, on se met à une façon de se rassembler, on crée notre propre style de vie. Au cas où nous sommes attaqués, il y a une mesure de prudence auquel on doit faire référence. Si le Rwanda nous attaque, ils sont juste là. Parce que moi, si c'était moi, j'achète une arme nucléaire vers Poutine, je le bombarde un peu, c'est tout. C'est comme ça. Okay. Isaac Ngwenza, en tout cas, s'il vous plaît, oui. on doit vous relancer quand même. D'accord. Okay. Donc, vous avez suivi l'argumentaire de Dominique Lofico. Pendant ces temps, sur terrain, les rebelles de l'AFC 1-23 continuent d'étendre plutôt leur influence dans le nord et sud Kivu. Faudra-t-il admettre que face à cette situation de paix, mais également de l'accord en fait, mais également et de souveraineté, le Congo est aujourd'hui face à son devoir de vérité, qui consiste donc à expliquer à la population le méandre de cet accord, afin que la population puisse aussi en approprier. Bon, moi je pense que ce qui est important, ce que je veux relever, que j'ai retenu de l'argumentaire de Dominique, il y a un point qu'il a souligné que moi je soutiens parce que ça fait partie des concepts de réciprocité dans la diplomatie. C'est-à-dire, j'ai toujours cru, vous m'attaquez, je vous attaque aussi. Si les choses perdurent, c'est parce que jusque-là, au Rwanda, ils ne sont plus en deuil comme pendant le génocide de 1994. Donc le Rwanda ne fait que venir tuer ici et les Congolais ne sont jamais allés tuer au Rwanda. Et moi je pense que l'option de mener aussi une rébellion, entrer dans les territoires rwandais, prétendant aussi aller détrôner Kigali, ça pourra amener les négociations aux mêmes ondes de compréhension. Oui. Mais maintenant là, au Rwanda, ils sont dans la paix. Nous ici, nous sommes en guerre. Et je pense que ce que je ne soutiens pas sur ce que Dominique a développé, c'est cette croyance-là que les gens ont, qui fait croire au monde que
l'Occident nous empêche de nous développer. Une telle lettre, on a écrit à Roosevelt que les Congolais devaient rester sans développement et tout là. C'est faux et archi faux, tout simplement parce que si le pays est tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas que l'Occident veut que le pays soit pauvre. C'est à cause de la qualité de nos dirigeants. Exactement. Non, non. C'est à cause d'un fléau. Il y en a un, le plus fort. Lequel? Détournement. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Oui. Essayez un peu de vous imaginer un Premier ministre qui a la maîtrise de rouages fiscaux tout du pays là, et il déclare que chaque mois, il y a fuite des capitaux d'environ 4 milliards de dollars. Ça, c'était à l'époque de Matata. Il reconnaît que 4 milliards de dollars échappent à l'État. On a créé une structure ici de la lutte contre la corruption que gérait Luzolo Bambi. À son époque, il a aussi déclaré que chaque mois ou chaque année, il y a fuite des capitaux d'environ 15 milliards de dollars. Vous êtes journaliste, vous le savez. Si le Congo est tel qu'il est, c'est parce que l'argent qui devait ériger des routes, construire des logements sociaux, assurer la gratuité de l'enseignement, assurer la couverture sanitaire pour tout le monde, vont dans des poches des individus. C'est pourquoi le Congo est pauvre. Aucun pays nous interdit de nous développer. Encore une fois, Oui. quel est ce pays occidental ici qui refuse ou qui nous empêche à mettre de l'ordre dans la circulation? Lorsqu'une moto conduit 3, 4 personnes, en pleine journée, lorsqu'une moto conduit 4 enfants, les transportant à l'école, moto, sans casque, vous savez ce que je dis, 4 personnes sans casque. Ça aussi, les États-Unis ou les Anglais vous empêchent de mettre de l'ordre. Donc on doit cesser d'accuser les autres ou de voir le diable chez les autres. Macron même a dit ici, au président Tshisekedi, il dit, vous cherchez toujours le diable ailleurs. Le Congo a échoué d'imposer la souveraineté à l'est du pays depuis 1994. Donc la vérité c'est quoi? Beaucoup de gens aussi aujourd'hui, ah non, si le pays est tel qu'il est, c'est Mobutu. Oh, Mobutu a quitté le pays en 1997. Donc depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Donc même aujourd'hui, on ne peut même plus accuser Kabila. Parce que Kabila aussi est parti en 2018 ici. Donc, lorsqu'on a le pouvoir, lorsqu'on a l'impérium peut tout changer. Si dans ce pays, nous continuons à enregistrer des détournements, nous allons accuser l'Occident, nous empêche de nous développer. Mais là, il y a un problème. Imaginez-vous. Mais Isaac Mouta, ouais. L'annonce imminente plutôt d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous parrainage aujourd'hui de la communauté internationale, à l'occurrence le président des États-Unis d'Amérique, vous ne voyez pas que cela dépasse aussi aujourd'hui le seul cadre diplomatique? Elle engage aujourd'hui aussi l'autorité de l'État, la sécurité du territoire, mais également la mémoire collective d'un peuple trop souvent trahi par des accords conclus sans lui. Et puis, à ce titre, vous ne voyez pas que la faute doit nécessairement pas incomber seulement à nos autorités, parce que la place de l'Occident aussi est à noter. Attends, je vais vous dire une chose, Eddy. L'Occident pille nos richesses, non? Non, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez l'exploitation aurifère la plus célèbre de l'heure aujourd'hui, le projet Kibali Gold Mines dans la province orientale, ou dans ces joint ventures entre le gouvernement et ses partenaires miniers, Rwanda Gold Resources et Anglo Gold Ashanti, au départ en 2009, dans le partage des dividendes, ils ont prévu que quand ils exploitent l'or, on a 100%, dans le partage des dividendes de la République démocratique du Congo, et ça, et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons que 10%. Donc tout l'or qu'on exploite dans la province orientale, là, partent. Donc le Congo a 10%. 90% partent. Et j'avais posé cette question à Marc Bristow lors d'une conférence de presse à l'hôtel Memling il y a 8 ans ou 7 ans passés. Parce que Kibali, au moins chaque trimestre, il organise une
conférence de presse pour rendre compte de leur exploitation de l'or à la province orientale là-bas. C'est chaque 3 mois. Et un jour, il y avait des sénateurs de Bawele, de Owele, de Lituri dans la salle et des députés. On montrait le développement de la communauté à Ouacha, là où ils exploitent de l'or et tout là. Ils ont érigé des écoles, des routes et tout là. Moi, je dis c'est très bien. Mais quand je regarde le partage de dividendes, j'ai demandé au numéro 1 de Kibali Gold Mines, Marc Bristow, comment vous pouvez m'expliquer, moi je suis congolais, dans cette exploitation de grande envergure, l'État congolais n'a que 10% et vous prenez 90%. Il m'a répondu en disant une très belle question. Quand nous avons commencé ces affaires ici, cette joint venture, nous avons proposé à l'État congolais d'avoir 30%, nous 70%. Mais votre gouvernement, là c'est Mouzito qui est aujourd'hui ministre du budget, il était Premier ministre, il dit votre gouvernement nous a proposé d'acheter ces 30%, qui ne soient pas actionnaires dans cette entreprise. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas mener une entreprise de grande envergure sans qu'on ait l'État congolais dans le conseil d'administration comme partenaire. Au lieu d'acheter 30%, nous allons acheter 20%. On vous garde 10%. Et la compte qu'ils avaient donnée pour 20% à l'époque là, c'était 116 millions de dollars à l'époque là. C'était la compte. Je ne sais pas exactement si c'était combien. Les 10% du gouvernement que Sokimo devait avoir. Si vous allez à Sokimo, les gens plaignent. Les gens pleurent. Ça, depuis 2009. Donc, bon, si les 10% de l'État congolais, on pouvait construire des routes avec ça, on pouvait quand même développer le pays. Le problème, c'est qu'avec le peuple... Bon, dites-moi, parce que l'Occident ne veut pas qu'on se développe, on n'érige pas des routes ici. Parce que l'Occident ne veut pas qu'on se développe, on ne peut pas ériger des habitations, des logements sociaux. Ça, c'est faux. La vérité, les jours où le Congolais aura le sens d'intégrité, Moïbi et Sili, ce qui tue le pays, ce qui ferait le développement, c'est Moïbi. Vous avez votre salaire. Au lieu de vivre de vos salaires, vous détournez l'argent de l'État. Et il y a combien d'autorités? Et tout ça là, par mois, vous n'avez aucune idée de l'argent qui devait servir la nation, qui part dans des poches. Et vous dites dans un plateau de télévision que l'Occident ne veut pas que l'Afrique se développe. Ça, c'est un faux argumentaire. Dominique Lefiko, je remets à vous. On a pris l'habitude d'accuser les impérialistes, pire propagande, suggerin, intéressés. Ne faudrait-il pas aujourd'hui reconnaître et affirmer la part des responsabilités qui revient aux hommes politiques et au peuple congolais lui-même, tel qu'elle a dit Isa Ngonza, Kimouibi, détournement, l'esprit de vengeance, l'absence des traditions humanistes, bas degré de formation civique. Ne faudrait-il pas reconnaître et affirmer cette part des responsabilités de notre part? Est-ce que notre malheur est aujourd'hui le fait de Belges, des Américains ou alors des Occidentaux face à tout ce que je viens d'évoquer? Je veux que M. Isaac Ngouinza m'a vraiment un peu attaqué. Non, je ne vous ai pas attaqué, c'est pas vous. Tout le monde pense comme ça. Donc, quand on cesse de détourner les deniers publics, cet argent pourra servir la nation. Bon, ok, j'aimerais un peu éclaircir quand j'ai dit, parce que je l'ai dit de façon aléatoire. J'aimerais un peu éclaircir ce que j'ai dit pour que vous puissiez comprendre là où est ma pensée. Quand je dis que les Occidentaux ne veulent pas que le Congolais puisse se développer. Le problème, c'est quoi? La lettre d'Albert Einstein mentionnait clairement que si vous laissez que le Congo développe l'uranium, parce qu'à l'époque c'était à Chinkolobo, jusqu'à présent c'est à Chinkolobo, que les Congolais eux-mêmes exploitent leur uranium, qui créent leurs armes nucléaires propres, ce pays dominera la Terre. Vous voyez, c'est ce qu'Albert Einstein avait dit au président Roosevelt. Alors, le président Roosevelt a pris la lettre, a monté une stratégie pour boiter le Congolais. À l'époque, c'était le Zaïre. Alors, ils ont pu... Voilà, il y a un nationaliste au pays. Il faut faire quoi? Il faut l'écarter. Je dis ça entre parenthèses pour le faire comprendre. Il faut écarter un nationaliste et mettre quelqu'un auquel nous pourrons diriger, nous pourrons contrôler facilement. Quand le président est déjà contrôlé, cela veut dire qu'entre autres, il y a aussi un pied macabre, un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire qu'il sera à 70% au pied de son maître
et 30% au pied de son peuple. Raison pour laquelle ils ont mis voilà, nous devons monter aux gens en fait, que nous puissions produire notre arme nucléaire, parce que l'arme nucléaire pure et propre s'est trouvée juste ici. Parce qu'à l'époque, l'arme nucléaire devrait procéder à un traitement. Et traitement, je pourrais dire, il y avait la lixiviation, il y avait l'extraction par solvant, et il y a aussi la précipitation. Pour créer une arme nucléaire, c'est ça le bon début. Et hormis ça, on vient directement à l'enrichissement de l'uranium. Et à l'enrichissement de l'uranium, ils utilisaient à l'époque la centrifugation. Et après ça, on va procéder à un système qu'on appelle le retraitement de l'uranium. Bon, il y a plusieurs, ça c'est entre parenthèses, il y a plusieurs méthodes que j'ai lues sur certains livres, comment on crée une arme nucléaire. Alors, ils ont pu développer ça. Leur première arme nucléaire, ils ont fait quoi? Ils ont bombardé ça au Japon. Vous voyez, ce qu'on appelle Hiroshima, Nagasaki. La bombe Hiroshima à Nagasaki précisément. Oui. Alors, ils ont vu que le fait a été vraiment dévastateur. Ils ont fait quoi? Garder le secret. Ils ont monté un système de dire que voilà, aucun autre pays peut développer une arme nucléaire. C'est interdit. Il y a des normes qui sont interdites. C'est des États-Unis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est la meilleure raison qu'ils ont gagné leur guerre. Ils ont été parmi les pays qui ont gagné la guerre. Et aussi, ils ont aussi créé une façon de mélanger ça avec une arme hydrogène. C'est-à-dire doublement que le nucléaire, mélangé avec le nucléaire, qui fait une double explosion pour faire peur aux gens ici. Raison pour laquelle j'aimerais dire, pour chuter dans votre idée, quand le président numéro 1 aux États-Unis a orchestré ces systèmes, il savait pertinemment que quand le président est boité, nous, le petit peuple, on manquera à manger, on manquera à boire, on aura soif, on aura ceci, on aura cela. Et avant que nous puissions nous développer, ça va nous prendre du temps. Je vais vous répondre en disant... Je vais chuter un peu. Vous voyez un peu. Alors, c'est aussi notre problème à nous. Le développement, vous avez une partie raison, parce que le développement ne dépend pas des Occidentaux. Ça dépend aussi de notre conscience. Si on changeait notre mentalité de voir les choses, on mettait nos atouts à la chose publique, nous allons nous développer calmement et facilement. Mais cela arrivera seulement que si on a la liberté. Très bien. Mon frère, vous savez... S'il vous plaît. Je vais répondre à ça. Non, vous allez répondre, mais on doit aller de fond à comble avec cette question de l'accord, hein, parce que c'est ce qui défraie la chronique en ces moments. Je crois que vous allez répliquer, mais on doit quand même... Cela ne manque pas qu'on puisse vous poser des questions. Mais la question préalable et incontournable que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir, surtout face à cet accord, où en sommes-nous avec les retraits des troupes rwandaises dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'autant plus que le président de la République a été sans ambiguïté dans ses déclarations publiques. Aucun accord crédible ne peut être scellé sans, bien évidemment, les retraits effectifs des troupes rwandaises dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que tel, comment voyez-vous ça? D'accord, comme vous avez promis, je vais répondre à cette question. Oui. Mais je vais juste recadrer mon ami Dominique. Pour vous dire, vous avez soulevé un problème isolé. Problème de l'uranium. Vous avez une idée des richesses que regorge la RDC. Vous voyez la Côte d'Ivoire, les infrastructures, comment la Côte d'Ivoire est développée. Ils ont quelle richesse? Cacao que nous avons aussi, et peut-être l'arachide. Regardez ce qu'ils ont fait de leur pays. C'est parce que l'argent qu'ils vendent, ils développent le pays. Le problème n'est pas que les États-Unis ne veulent pas qu'on se développe
on nous met un président qu'ils vont contrôler tout. Non, les vrais problèmes, je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que malgré ça, ça a empêché à Mobutu d'ériger le pont Maréchal au Bas-Congo, au Congo central, pour développer la contrée? Non. Non, les vrais problèmes, mon cher, je vous dis la vérité. Le jour où le gouvernement sortira une loi que lorsque vous déniez un franc de l'État, vous êtes pendu en public, les Congolais mangeront jusqu'à sa fin. Le problème du pays, on est en train de vous tromper, que voilà, l'Occident ne veut pas que nous développons. Peut-être qu'ils ne veulent pas que nous devenions une grande puissance militaire. Il y a des pays en Afrique ici qui ne sont même pas de puissance militaire, mais du moins économiquement, ils sont forts, ils vivent bien. On dit que la RDC dispose de plus de 80 000 hectares de terres arables. On a eu, avec le régime passé, un pseudo-projet de Bukangalonzo. Si le gouvernement veut développer l'agriculture, l'Occident va nous interdire de le faire. Regardez mon frère, j'ai rencontré un diplomate ici en 2002. Il est déjà rentré en Côte d'Ivoire. Il était ambassadeur. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, Isaac, votre pays, c'est un grand mammifère. Il a deux mamelles. L'une nourrit l'Orient, l'autre Occident. Et il me dit, citez-moi un seul pays de l'Europe qui n'a pas une ambassade ici. Un seul. Vous pensez parce que Kabila a des beaux yeux? Il me dit, citez-moi même les grands tigres asiatiques. Japon, Inde, Corée du Sud, Chine. Ils ont des ambassades ici. Il dit, la RDC nourrit le monde. C'est ce que je crois aussi. Donc je ne peux pas comprendre. Prenez l'Europe. Si en Europe, on paye les chômeurs, quelqu'un qui ne travaille pas, mais chaque fin du mois, il est payé. Et pas 100 $ ou 200. Et nous, ils poussent ici, nous sommes incapables de donner même 300 $ à un chômeur. Donc les problèmes, on doit cesser d'accuser l'Occident. Que l'Occident ne veut pas que nous développions. La vérité, c'est quoi? On a aussi lu plusieurs documents, même de l'époque coloniale, où ceux qui se sont réunis en Berlin disaient le Congo ne doit pas se développer. Si nous les laissons, ils seront ça, freinons leur développement. On n'a pas besoin de nationalistes, c'est très bien. Très bien. Mais du moins, je vais chuter en disant, mais du moins, si nous exploitons nos potentialités, on a tout ici, mon frère, pétrole. On a de palme, on a de maïs, on a tout ici. Le Congolais... Vous savez où ça part? J'arrive. Notre pétrole, nos maïs... Non, j'ai dit ceci. Nous avons ici... L'or... J'ai dit ceci. Oui, quand vous avez parlé, je me suis tué pour vous écouter. C'est ça l'esprit des kiosques, c'est pour ça que je dis c'est comme ça. Quand... On ne peut pas vous arracher la terre. La terre nous appartient. Au village... Les gens plantent, ils vivent de leur agriculture et tout là. Ça, vous n'allez pas me dire que les Blancs viennent ici, ils vous empêchent de faire la récolte ou bien de planter les maïs. Donc la vérité, c'est que ça, c'est un faux problème. Le développement de ce pays, c'est lorsque vous cessez de détourner les deniers publics. Là, je réponds à votre question de retrait des troupes rwandaises. Le Rwanda, quand ils ont signé avec la RDC le premier accord, avec les ministres des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères rwandais avait posé ce problème en disant, tant qu'il y a des FDLR à l'Est, eux vont continuer avec leur système défensif, c'est-à-dire ils vont toujours être au Congo. Ils ne vont pas retirer leurs troupes de l'Est. D'abord, si le M23 ou les Rwandais ou Kagame retirent ses troupes à l'Est, c'est-à-dire que le problème de la paix est revenu. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas c'est quoi. Problème de l'Est pour le Rwanda, c'est problème de vie ou de mort. Donc, ils ne vont pas. Quand vous leur demandez de retirer leurs troupes, ils vous brandissent plutôt ces faux fouillants, ces chevals de Troie, cet épouvantail des FDLR. Tant qu'il y a des FDLR à l'Est, on va toujours attaquer le Congo. Il n'existe pas des FDLR à l'Est. Les FDLR existaient à l'entrée des Interamo en 1994. Quand le AFDL est arrivé ici en 1996 avec Laurent Désiré Kabila, ces Tutsis ont exterminé les vrais FDLR. Aujourd'hui, les FDLR n'existent pas. Et pourquoi cette question des FDLR persiste? C'est une tergiversation, c'est un faux fouillant, c'est un épouvantail. La vérité, c'est quoi?
Le Rwanda a toujours eu des revendications caméléoniennes, si je peux créer un néologisme. C'est comme des caméléons. Ça change dans le temps et dans l'espace. Avant, on vous disait, non, la guerre à l'Est, c'est une guerre identitaire. On veut exterminer les Tutsis. C'est pourquoi ils ont pris les armes pour protéger les Badiamulenge qui sont à l'Est. Après, le temps évolue. Le président Kagame va au Bénin. Non, le conflit à l'Est de la RDC, ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est au-delà d'une crise identitaire. Mais la vérité est que les colons belges avaient cédé des terres rwandaises au Congo. Vous n'avez pas entendu ça? Mais ça veut dire que... J'arrive. Attendez, je vais terminer. Vous allez perdre ma pensée. Attendez que je termine. Attendez que je termine. Je termine ma pensée. Vous m'avez demandé. Gardez votre souffle. Je suis en train de vous expliquer. Donc, les revendications rwandaises changent dans le temps et dans l'espace. Je vous dis que ça a commencé avec les prétextes de Banyamulenge. Donc les Tutsis ont pris des armes pour protéger la communauté Tutsi qui est en danger en RDC, sinon on veut les exterminer. Vous avez suivi Tabombe qui avait relayé ces bêtises en Afrique du Sud. Le temps change. Kagame va au Bénin et dit non, le conflit à l'est de la RDC, la vérité c'est que les Rwandais, non, les Belges, les Congolais belges avaient cédé des terres rwandaises au Congo. Vous n'avez pas entendu ça. Et aujourd'hui, on vous dit, le problème, il y a des FDLR. Non. Le problème à l'Est, ce sont ni des FDLR, ni portion de terre, parce que tout le monde sait que l'Afrique a été répartie, pas selon les réalités sociologiques ou culturelles ou démographiques, mais c'était selon les intérêts des Occidentaux, selon les intérêts des colons, des colonisateurs. En d'autres termes, Monsieur Okitundu, ancien ministre des Affaires étrangères, vient de monter au créneau sur la Radio France Internationale pour accepter le fait que il y a la présence des FDLR dans la partie Est et on doit nécessairement les neutraliser. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, nous sommes infiltrés même à l'intérieur. Même au gouvernement de Tshisekedi, il y a des ministres qui travaillent pour Kagame. Si quelqu'un reconnaît qu'il y a des FDLR au Congo aujourd'hui, il travaille pour Kagame. Eddy, si vous allez à Brazza, il y a un camp qu'on appelle le Rwanda. C'est à Kintele. Un camp, donc même là, on appelle ça Rwanda. Il y a des Hutus là-bas. Vous voyez que Rwanda. À l'est, il n'y a pas un quartier ou camp des FDLR. Il n'y en a pas. Un jour aussi, j'ai suivi Mike Mukebaya dans un plateau de télévision. Il dit, la vérité, c'est que Bissot va Congolais, Tolingaba Rwandais. Ah! Les Rwandais vivent ici. Qu'est-ce qu'on a avec les Rwandais? Les Congolais étaient un peuple hospitalier, nous aimons les Rwandais. Mais c'est le régime du Rwanda qui mène une mauvaise politique. Tu payes pour puiser nos richesses. La vérité, c'est quoi? Si les FDLR étaient au Congo, quand les Rwandais ont pris Rutshuru, les Tutsis là, ils vont les exterminer. Enfin, à chaque fois qu'ils contrôlent ces territoires, s'il y avait réellement des FDLR, chaque fois, depuis 2022, ils contrôlent Bunagana. Donc, en d'autres termes, s'il y a des FDLR, ils vont les neutraliser. Donc la vérité, c'est un faux fouillard. Si une autorité congolaise reconnaît, que ce soit ministre des Affaires étrangères, que ce soit un membre du gouvernement ou qui que ce soit reconnaît qu'il y a des FDLR, on va les combattre. Moi, je l'accuserai de travailler pour Kagame. Parce que ce concept des FDLR, regardez, moi je suis allé à l'Est plusieurs fois, de 2005 jusqu'en 2018, 14 ans pour essayer de comprendre les conflits armés là-bas. J'ai cherché à rencontrer ou à voir le camp des ADF. Ça n'existe pas non plus. Vous apprenez ici ADF Nalou. Ça n'existe pas. ADF, c'est exactement une guérilla, par exemple, peut-être que vous apprenez ici les Koulouna. Si on dit les Koulouna, ils sont où? Ils sont éparpillés partout. À Ben aujourd'hui, tout massacre s'appelle ADF. Si des tribus en conflit, les Nandés ont des conflits avec une autre tribu là, on écrit au chef coutumier de ces tribus-là qu'on viendra vous tuer la nuit. Ces chefs coutumiers peuvent aller à la MONUSCO, envoyer les casques bleus pour venir sécuriser le village. Voilà, nous avons des menaces ici, on veut nous tuer. Oh, ils ne vont pas envoyer les casques bleus. Quand le massacre aura lieu, la MONUSCO arrive, ce massacre est perpétré par le présumé ADF Nalou. Il n'y a pas un camp des ADF. Oh, la vérité, les ADF aussi sont entrés à l'Est vers les années 94. Ils se sont infiltrés dans la population, ils se sont mariés avec les Congolais, ils ne sont plus nuisibles. Très bien. Mais les ADF aujourd'hui, qui tuent à Beni, sont politiques.
Tout comme avec les FDLR. Ils sont dans quel territoire? Est-ce qu'il y a tant des FDLR ici, là? Ça n'existe pas. Ils se sont mariés avec les Congolaises. Ils ont des enfants avec des Congolaises. Et ils ne sont plus armés. Ils ne constituent aucun danger. Ils n'inquiètent jamais le Rwanda. Parce que si les FDLR existaient, on peut les organiser à attaquer le Rwanda. Ça n'existe plus. Et puis ils sont aujourd'hui des sexagénaires. D'autres des septuagénaires, ils vont aller se battre comment? Dominique Lofico, je reviens à vous. En dépit des ADF, de la présence de troupes rwandaises dans la partie est de la République démocratique du Congo, il faut également souligner cette, je dirais, cette complexité de la dynamique sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, marquée aujourd'hui par la prolifération des groupes armés aux motivations diverses. Vous ne voyez pas que ces violences relèvent d'abord des problématiques plutôt strictement congolaises et n'engagent en rien la responsabilité des Kigali, hormis leur présence dans la partie est du pays? Déjà, j'avais suivi le président le roi de la Belgique, une intervention qu'il vient de faire en disant que à l'époque où il y avait encore peut-être à l'époque coloniale où on connaissait l'État indépendant du Congo, l'EIC, il n'y avait pas le Rwanda. Il a bien dit, il a bien souligné ça, qu'il n'y avait pas le Rwanda. C'est-à-dire que le Congo était vaste, plus vaste même. Alors, en voyant la présence de Rwandais à l'est du pays, en voyant un pays qui s'appelle déjà le Rwanda, moi je dirais que c'est un pays qui a été créé, structuré. Vous voyez un peu. Alors, un pays créé par je ne sais pas qui nous menace actuellement. Ce qu'il faut faire. Là, tu le fais par dédain ou bien... Non, je donne... C'est en âme et conscience. Je donne une idée. Peut-être que si le président de la République regardait ça, oui, il aura la conscience bien faite que nous sommes en danger. Parce que les accords dont il part signer là, selon moi, cela ne veut absolument rien signifier. Ça pourrait peut-être aboutir avec un temps, mais l'autre moment qui reste, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui va arrivera. Ce qu'il faut faire, c'est se préparer en conséquence. On doit engager des djihadistes congolais. Oui, parce que là, on ne peut pas rester main croisée tandis que nous sommes menacés. On s'est dit que voilà, il y a des personnes, qui sont là, commencent à nous tuer, à nous maltraiter, et nous, on doit rester comme ça. On doit pas avoir quelques solutions à donner aux gens. Parce que là, les accords, c'est pour faire quoi? Le but des accords, c'est pour régler même les relations, mais beaucoup plus régler les conflits. Alors, ce conflit a commencé à débuter depuis des années et des années. Et on a signé combien des accords? On les a interdits combien de fois? On ne faisait que parler. Raison pour laquelle on doit se donner privilège. Privilège de se soutenir main dans la main. Quand nous avons l'union, quand nous sommes ensemble, on réfléchit sur un même point et par là nous trouverons peut-être une solution à donner. Mais moi je donnerai une solution directement au renforcement des armes. Des armes, on n'a pas d'armes. Papa il dit Kabila, nous n'avons pas d'armes. C'est le Rwanda quand il frappe vraiment pour nous exécuter. Ça, les Sukhoi qu'on entend parler. On nous exécute. C'est ce que nous devons faire. Militaire dont regorge l'armée aujourd'hui. Ils ont des UF, des calibres 400 et quelques. Ils ont beaucoup d'armes plus développées que nous. Alors, ce que nous devons faire, bon, nous avons tendance, quand il y a une personne qui est intelligente, à créer une forme d'arme, au lieu de l'emmener loin, nous l'étouffons. Parce que quand l'argent sortira, on les garde dans nos poches. On élimine même ces personnes-là.
par exemple, combien de génies qui ont quitté ici l'Afrique, partir développer leurs armes, leur création là-bas, en Europe, et dont aujourd'hui on n'en parle même plus. Leur apparition est totalement disparue. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ici, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de place pour eux, pour développer leur sujet. Oh, ce qu'on dit, à cause d'un bon et belé, à cause d'un bon, tout ça dans la poche, tout éliminer Moutouana. C'est ça le problème ici avec eux. Donc, non, on n'a pas la conscience. Raison pour laquelle nous sommes fermés, nous sommes bloqués. On nous menace, on nous frappe, on nous tape, on nous tabasse, on fait tout ce qu'on veut. Jusqu'à un point de nous saboter, de violence. On viole nos mamans. Par exemple, ici, à l'Est, on me dit de violer ma maman. Moi, ma maman. Mais vaut mieux me tuer. Isa Monza. Très bien. Isa Monza, je reviens à vous. Ce qui a été présenté ici comme une initiative audacieuse pour ramener en fait la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo semble avoir pris une tournure inattendue. Le projet d'accord minéré contre sécurité porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en début d'année auprès de l'administration américaine, a été profondément remanié, voire même à la veille de la signature aujourd'hui de cet accord. D'autant plus que de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un glissement stratégique aux conséquences incertaines. L'accord s'est transformé à une plateforme économique régionale alors qu'on s'attendait à la fin effective de la guerre. Bon, je pense que tout ça, c'est la conséquence de l'ignorance de notre pays. Mon frère a développé ici qu'à l'époque de l'EIC, le Rwanda n'existait pas. Bon, je vais juste dire à Dominique, le Rwanda n'a jamais été créé. Le Rwanda existe comme tous les autres pays de... Non, c'est une intervention de roi de Belgique. Lui-même, il a dit ça. J'ai dit ceci. Son père lui a appris qu'à l'époque... J'ai dit ceci. Étant indépendant du Congo, c'est la RDC, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas en fait, vous m'avez pas compris. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Oui, attendez, vous m'écoutez, non. La raison pour laquelle je vais expliquer ça. Attendez, j'ai dit ceci. Laissez-moi terminer ma pensée. Laissez-moi terminer. J'ai dit ceci. Quand vous avez parlé, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci parce que je n'ai pas terminé. Il a quelque chose à vous dire. Laissez-le rectifier, comme ça vous allez intervenir. Vous comprenez ma quand je dis que le Rwanda n'existait pas. Dans quel sens? C'est-à-dire que non, on ne connaissait pas le Rwanda étant qu'un pays. Arrêtez, c'est pour ça que je dis arrêtez. Laissez-moi maintenant développer ma pensée, c'est faux. Écoutez, regardez mon quand frère. on a séparé l'Afrique, quand on a partagé l'Afrique, moi je parle de ça parce que quand on a partagé l'Afrique, l'Afrique était un. Laissez-moi terminer. J'ai dit ceci. Laissez-moi terminer. Quand vous avez parlé, j'ai dit ceci. On ne doit pas se limiter là. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Bien que je savais, même les gens qui nous regardent. Pour votre information, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, c'était des colonies allemandes. C'est ça que je veux vous dire. Quand il y a eu la conquête de l'Afrique par la séparation de l'Afrique. Oh, j'ai dit ceci. Quand on a séparé l'Afrique. Non, attendez mon cher, écoutez. Quand je parle bien de la conquête des territoires africains par l'Occident. L'Occident ne pouvait pas se développer sans avoir des territoires en Afrique. Les Italiens, les Français, les Espagnols, les Portugais, tout était venu en Afrique, les Allemands, pour avoir des territoires pillés et développer l'Europe. L'Allemagne avait pris la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Namibie aussi, et une partie de Togo. C'est à l'échec de l'Allemagne, à la Première Guerre mondiale, quand on a la Société des Nations, qui est aujourd'hui ONU, avait sorti l'accord de Versailles. On a pris les colonies allemandes, on a remis ça, certaines parties, par exemple le parti du Cameroun aux Français, on a pris Rwanda et Burundi, on a remis à la Belgique. C'est à ce moment-là qu'on appelait maintenant la colonie Congo-Rwanda-Urundi. C'est après l'accord de Versailles que l'Allemagne a cédé ses colonies, c'était la décision de la Société des Nations connue. On a pris les colonies allemandes, on a donné ça
aux Belges et aux Anglais. Très bien. Les Anglais ont pris la Tanzanie. Donc le Rwanda a toujours existé comme un pays. C'était des colonies allemandes, Rwanda, Burundi et Tanzanie. À l'échec de l'Allemagne, la Première Guerre mondiale, 1918, 1919, le traité de Versailles a donné ces colonies allemandes à d'autres puissances coloniales. C'est pourquoi la Belgique a pris le Rwanda et le Burundi. Mais là, je réponds à la question. Oui, vous n'avez qu'une minute parce qu'on rappelez la question. Rappelez la question. La question, c'est par rapport au remaniement en fait, de l'idéal qui était en fait cet accord d'ordre sécuritaire a changé pour devenir un accord économique. En fait. Je veux dire ceci. C'est cela que je dis, il faut connaître le Congo. Je pense que si nos autorités connaissaient très bien notre pays, on n'allait pas arriver là-bas. J'ai suivi un classique du pouvoir, pouvoir actuel, quand ils étaient encore à l'opposition. Il me dit, bon, vous savez, les guerres, de manière générale, sont des problèmes des intérêts. Dans la diplomatie, dans les relations internationales, ce sont des problèmes des intérêts. Nous savons que ce petit pays-là, le Rwanda, ne peut pas nous mener la guerre. Si le Rwanda nous mène la guerre, c'est parce qu'il est soutenu par les Américains, les Anglais et tout là. Nous, l'UDPS, quand nous serons au pouvoir, on donnera aux Américains plus que les Rwandais et le Rwanda leur donne la paix va revenir. Donc, on veut dire que 7 ans après, ils n'ont pas encore donné aux Américains plus que ce que les Rwandais leur donnent. Donc, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème est profond. Le problème de la guerre est ici. Posez-vous la question. Nous disons toujours que les États-Unis soutiennent les Rwandais. L'Angleterre soutient les Rwandais. Posez-vous la question, ils soutiennent les Rwandais. Pourquoi? Pour quelles raisons ils ne soutiennent pas le Congo? Et certaines personnes qui ne connaissent même pas le Congo, ils disent, ils ont seulement voulu utiliser les Rwandais pour piller nos richesses. Moi, je dis ceci. Quelles sont les richesses ou les intérêts américains ici au Congo? Que les États-Unis n'arrivent pas à les prendre. Pour les prendre, il faut soutenir Kagame. L'intérêt principal des États-Unis ici, c'est le cobalt, l'uranium, le cuivre au Katanga. Les Français, c'est le pétrole. Pourquoi ne pas passer par la bonne voie? C'est pour ça que je dis, le problème est ailleurs et je me réserve de le dire à la télé, gratuit comme ça. Non, je ne peux pas dire. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Kiosque aujourd'hui. La République démocratique du Congo et le Rwanda vont donc signer ou entériner l'accord de Washington pour résoudre la situation de l'insécurité dans l'est du pays. On a vu cette délégation de journalistes. Je ne sais pas si l'argent provenait d'où, mais je crois que tout va se passer bien et la signature aura un impact sur terrain pour résoudre cette question cruciale qui ne fait que déranger la quiétude de la population congolaise dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je remercie Isaac Mwenza d'avoir répondu à votre invitation. Dominique Lofiko également. Merci également. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle composée par Doudou Montiri, Gisèle Etoko, Moro Djambé, Aneka Bongo, Marité Bodo, Georges Libengue. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.